simplement par le fait que quand on est dans une pièce, on met le bébé dans la pièce et puis on lui parle et puis on lui raconte ce qu'on fait. On s'adresse à lui. Il compte vraiment comme une personne. Il n'est pas là comme une chose qu'on dépose dans sa chambre et on ferme la porte. Je crois que c'est essentiel ça. Alors ensuite, ça se décline tout au long de la vie de tas de façons. Ça veut dire qu'on va lui demander ce qu'il veut manger. Par exemple, qu'on va tenir compte de son appétit quand il est nourrisson. Qu'on va pas le gaver parce que le docteur ou maman a décrété qu'il fallait qu'il prenne tant de trucs. S'il a pas faim, il a pas faim. Puis après, s'il aime pas telle chose, il aime pas telle chose. On va pas non plus lui faire des menus à la carte, mais il a le droit de ne pas aimer quelque chose. Il prendra du plat suivant, comme disait Françoise. Elle disait toujours qu'elle faisait des ordonnances comme ça aux enfants qu'on amenait pour des problèmes qu'il y avait à voir avec l'anorexie. Elle disait il aura le droit de manger aussi peu ou pas du tout, autant qu'il veut du premier plat. Et puis s'il en veut pas, on passera au suivant sans punition. Et puis sinon du dessert. Et s'il veut rien manger du tout, il mange rien du tout. Voilà, c'était l'ordonnance pour tous les repas. Mais ça va loin parce que ça veut dire qu'on considère qu'il est une personne qui a un désir. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Mais comment on discute? On enlève le doigt de la bouche? Elle aime beaucoup discuter. Oui, c'est ça. Vous savez que beaucoup de vomisseurs sont les enfants qui voudraient parler et qu'ils croient qu'en vomissant, ça les fait parler. C'est pour ça qu'ils mangent plus pour avoir de quoi parler. Il vaut mieux que leur parler plutôt que de leur donner à manger. Ils aiment mieux ça. Mais pourtant, souvent, quand elles vous réclament, oui, c'est très possible qu'elles vous réclament de parler avec elles plutôt que de manger. Et que vous n'en êtes pas rendu compte. Ça m'étonne, si elle a besoin de manger, qu'elle le rende. Moi, je crois qu'elle a besoin de conversation. C'est une enfant qui est très avide de conversation. Ça se voit déjà. On lui parle énormément, alors je ne sais pas. Non, mais vous, quand vous êtes occupé d'elle, au lieu de repas, avec quelque chose, lui dire tiens, voilà, je joue, ça c'est ton biberon. Mais peut-être qu'elle le prendra en même temps, elle voudra jouer avec. C'est très possible. Il y a beaucoup d'enfants, c'est à partir de 3 mois et demi. Ils ont besoin de conversation. Après le repas énorme, pendant au moins 10 minutes. Et d'être couchés seulement quand ils ferment les yeux. Oui. Et alors après, quand ils se réveillent, ils sont très sages. Parce qu'ils ont le souvenir de la conversation et très vite, ils font des arreux. Tout ce qu'on leur a dit, ils le disent, ils le répètent tout seuls pour s'occuper. Combien de fois vous êtes venus déjà à la maison verte? C'est la première fois. Françoise Dolto dira plus tard que c'est en ayant observé ses propres enfants bébés qu'elle avait compris qu'avant même d'avoir la parole, les nourrissons comprennent tout ce qui est important. Grâce à cela, elle ose soigner des bébés par la psychanalyse. Les résultats sont stupéfiants. Elle est la première à ouvrir ses consultations à l'hôpital, puis son cabinet, à des cures psychanalytiques de nourrissons, et c'est la seule activité clinique qu'elle voudra absolument garder jusqu'à sa mort. On peut faire une psychanalyse avec un nourrisson. Et je préfère cette expression « avec » que psychanalyse de nourrisson. Je ne crois pas avoir jamais prétendu faire de la psychanalyse de nourrisson. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un nourrisson? On peut faire des tas de choses. La première chose qu'on puisse faire, c'est de le considérer comme un individu à part entière. Et aussi de considérer que tout ce qu'il exprime, qui n'est pas du langage avec des mots, puisque en raison de son âge, il ne peut pas prononcer des mots. Tout ce qu'il exprime vient de lui, de sa personne, et que donc on peut essayer de le comprendre. Les raisons pour lesquelles un nourrisson est adressé, par exemple, à ma consultation, c'est avant tout des troubles organiques. Alors ces troubles organiques, c'est les troubles de peau, ce sont les troubles respiratoires, énormément de dysfonctionnements respiratoires. C'est aussi, bien sûr, ce qu'on appelle les troubles du comportement, c'est-à-dire troubles du sommeil, des troubles aussi que je crois on n'aurait pas signalés il y a quelque temps. Par exemple, certains enfants me sont adressés parce qu'ils ne gazouillent pas. Ce qui est tout à fait extraordinaire parce que dans une institution d'enfants, pour remarquer l'enfant qui ne gazouille pas, il faut être très attentif. Et quand on l'a remarqué, pour considérer que c'est un motif de consultation, il faut vraiment un long travail d'élaboration. Or, il se trouve que parfois, ces enfants qui ne gazouillent pas ont des troubles qui risquent de devenir extrêmement graves. Et la possibilité de consulter très précocement a certainement une valeur préventive
pour des troubles ultérieurs. Et l'enfant est en face de moi ou à côté il est en face lorsqu'il peut déjà s'attabler, poser ses mains sur la table par exemple, et à côté lorsqu'il est encore plus petit et que nous pouvons simplement échanger des regards et des paroles. C'est tout simple, hein. C'est strict et simple. L'enfant exprime ce qu'il a à dire dans une sorte de langage qu'on pourrait qualifier de préverbal. C'est-à-dire que tout est à interpréter. Le regard, la mimique, la position ou les changements de position, les pleurs, les troubles qui ne sont pas forcément des troubles, mais les manifestations corporelles, la toux, un détournement de tête, une quinte plus forte à ce moment-là qu'à un autre, tout est à interpréter. Alors, on ne peut pas tout interpréter car on ne comprend pas tout, mais tout est au moins à commenter. C'est-à-dire, tu es en train de tousser, peut-être que tu veux me dire quelque chose comme ça, et avec, évidemment, le psychanalyste nourrit, entre guillemets, sa compréhension de ce qu'on lui a raconté de l'histoire de cet enfant, de ce qu'on lui a raconté préalablement, mais en présence de l'enfant, et va essayer de faire du lien. Nous, adultes, on a une certaine sensiblerie qui nous reste, et on a toujours envie de protéger les enfants. Et en particulier, on se dit « Ah, je ne vais pas lui dire ça, ça va être terrible, ça va lui faire de la peine, etc. » On s'aperçoit lorsque l'on a des choses terribles à dire à des enfants, qu'ils ont été abandonnés, qu'ils ne reverront plus jamais leurs parents. J'en passe parce que je ne veux pas faire de catalogue d'horreur, mais quand on a des choses très dures à leur dire, on s'aperçoit que ce qui prime pour l'enfant, en particulier pour le nourrisson, c'est que le fait qu'on leur ait dit la bonne chose au bon moment va leur permettre d'organiser leurs sensations. Et que c'est ça qui est important. Et je le dis parce que la sensiblerie avec les nourrissons est, je crois, ce qu'il y a de plus mauvais. Une fois qu'on a dit à un enfant ce qu'il en est, l'enfant va organiser ses sensations, il va sortir du chaos et du vide. Ne pas dire, c'est le laisser dans une situation de véritable catastrophe. J'ai connu un enfant abandonné à l'assistance publique à 3 semaines. Il refusait de manger, criant, geignant tout le temps, toujours sale, morveux, vomissant, salissant ses couches dès que changé, le regard comme hagard. Cet enfant de 2 ans paraissait 9 à 10 mois et il avait l'air fou. Une cure psychanalytique a été tentée. Il a accepté le contact avec moi en hurlant de détresse et en me regardant. Je lui ai expliqué son statut particulier. Lui seul savait pourquoi il avait survécu. C'est un des rares enfants qui ait été abandonné avec la demande spécifiée de sa mère que jamais il ne puisse savoir qui elle était, ce qui est très rare. Il n'a commencé à changer que lorsque je lui ai donné comme hypothèse d'interprétation que c'était lui qui, par amour pour sa maman qu'il avait mis au monde et qu'il avait porté, en sachant qu'elle le rejetterait du jour de sa naissance, voulait recréer avec tout le monde ce mode relationnel, être rejetable par tout le monde, pour que tout le monde soit comme maman. Il y a eu un reflet étonnant dans son regard quand je lui ai dit « Mais ta maman qui t'a rejeté, elle t'a rejeté pour que tu sois sans elle, moins malheureux qu'avec elle. » Là, j'ai senti que j'avais touché quelque chose, et à partir de là, il n'a plus vomi, il n'a plus pissé, chié partout. Il a commencé à regarder, sourire, jaser, prendre du poids, être propre.